bonjour à tous et bienvenue à votre émission Rendez-vous citoyen. Rendez-vous citoyen qui s'intéresse à tout ce qui se passe chez vous. Rendez-vous citoyen qui fait de son mieux pour relever, faire ressortir des choses dont on ne parle pas toujours à la maison, mais qui sont importantes, sinon vitales pour notre société. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet aussi fascinant que controversé, il faut le dire, qui est la polygamie. La polygamie, est-ce une pratique sociale? Est-ce qu'un héritage culturel ou c'est un frein à la liberté? Nous allons essayer de parler de cela. La polygamie, c'est la source de beaucoup ça soulève beaucoup d'histoires, beaucoup de débats, beaucoup de situations autour de nous, que ce soit au niveau culturel, financier, psychologique, héritage, toutes ces choses qui entourent la polygamie sont des sujets dont nous avons le droit, nous avons intérêt, nous avons le devoir de dévoiler les en-dessous, comme on le dit. Au cours de ce programme, nous allons essayer d'en parler, essayer de voir qu'est-ce qui peut être relevé, qu'est-ce qui peut être dit. Et pour cela, nous allons faire de notre mieux pour ne pas avoir de tabous ni de jugements hâtifs, mais essayer de discuter comme il le faut. Et pour cela, nous avons sur ce plateau le pasteur Azer Garba, à qui je souhaite la bienvenue. Merci. Nous avons je dois préciser que c'est un théologien. Il est là en tant que théologien. Nous avons aussi un sociologue qui s'appelle Arnaud Ndilmbaye. Nous lui souhaitons aussi la bienvenue. Merci. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau et discuter de ce sujet-là. Nous déplorons l'absence d'un juriste. Tenez-vous bien, nous en avons contacté beaucoup et il s'est fait qu'ils sont tous occupés ce matin et c'est quand même invraisemblable. Mais nous allons faire sans eux et nous allons avancer. Qu'à ce que cela ne tienne, hein, ça je tiens à le préciser. Nous avons un sociologue qui, je crois, a aussi une autre casquette, s'il peut nous la dire. Bon, vous avez anticipé. Je suis journaliste professionnel, donc naturellement votre collègue, voilà, et sociologue de formation aussi. Et je gère les deux casquettes de temps en temps, voilà. Quand les médias m'appellent, comme vous l'avez fait maintenant, avec le casquette de sociologue, j'interviens pour faire un certain nombre de décryptages. Mais soyez sûr, nous allons utiliser votre côté journaliste aussi. Merci beaucoup, oui, ça me plaît. Parce que c'est une bonne image que la jeunesse doit prendre. Voilà. Hein, quand on parle d'entreprendre, d'avoir plusieurs casquettes, c'est toujours important. Le pasteur Azer aussi a plusieurs autres casquettes. En plus d'être théologien, je crois qu'il est aussi enseignant. Oui, c'est cela. Et la chose que je ne dirais pas, parce que ce n'est pas le moment, je crois qu'ils ne sont pas polygames, que je sache. Nous allons en discuter tout à l'heure, juste après ceci. Yeah. La polygamie, qu'est-ce que c'est que la polygamie? Je donnerai premièrement la parole au pasteur Azer. Est-ce que vous pouvez nous définir qu'est-ce que c'est que la polygamie? Merci Madame Ruth et nous disons bonjour et bienvenue à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre de partout. Dire la polygamie, c'est avoir 2, 3 ou plusieurs femmes. Se marier à 1, à 2 ou 3 ou plusieurs
femmes. Donc c'est là où on dit nous sommes polygames, où la polygamie désigne ces personnes qui ont 2, 3 ou plusieurs femmes. Monsieur Ndjelma, êtes-vous d'accord avec cette définition? Oui, totalement d'accord, parce que dans notre société patriarcale, c'est l'homme qui est appelé à prendre 2 ou 3, 4 femmes, qui est appelé polygame. D'où la terminologie, sinon l'appellation de la polygamie. Donc la polygamie, c'est le simple fait de prendre plusieurs épouses en même temps par un seul homme. Oui. Justement, ça nous amène à la question que nous nous sommes posée. Oui. Est-ce que c'est un héritage culturel, social? Pourquoi sommes-nous polygames dans notre société? Bon, je rebondis tout de suite pour ne pas que le débat soit un peu molle. Je dis que la polygamie, l'homme d'abord par essence est le produit de la culture. Et si l'homme est le produit de la culture, alors moi je dis tout de suite que la polygamie n'est pas héréditaire, mais plutôt c'est un phénomène social et en même temps culturel. Voilà, je m'arrête pour le moment à ce niveau. J'ai bâti le débat à partir de cette argumentation. Je vais passer la parole aussi directement. Avant que le pasteur ne prenne la parole, oui. Moi aussi je rebondis pour vous demander, oui. Par rapport à votre réponse, oui. Est polygame celui qui veut? Est polygame celui qui veut, celui qui peut aussi, normalement. Mais pour pouvoir, il faut vouloir d'abord. Je veux être polygame. Oui. Est-ce que je peux? Voilà. Parce que lorsque on est polygame, il faudrait qu'on s'assure et qu'on s'assume aussi en même temps de toutes les conséquences possibles qui pourront éventuellement advenir. Et il ne suffit pas seulement de prendre plusieurs épouses et de garnir la maison avec, mais il suffit de les entretenir. Et pour les entretenir, il faut disposer de moyens. Et ces épouses vont faire beaucoup d'enfants. Si celles-ci, elles sont toutes créatives ou bien procréatives, alors rassurez-vous que vous allez donc avoir affaire à plusieurs enfants. Et donc, il va vous revenir la charge toujours de s'assurer aussi de leur bonne éducation. Si le contraire arrive ou vient à advenir, alors ça va être compliqué. Voilà. Plusieurs enfants, plusieurs créativités, aussi plusieurs mentalités, plusieurs psychologies à gérer, plusieurs humeurs, comme quoi le pouvoir, il est vraiment prolongé, sinon rallongé. Absolument. Monsieur le pasteur Azer Ngarba, qu'est-ce que vous en dites? Je suis d'accord avec le sociologue qui dit que la société, elle est bâtie sur les cultures. Et effectivement, quand on voit dans les récits bibliques, et que ce soit les lois bibliques, nous voyons un peu l'héritage culturel de la polygamie. Et il faut d'abord le souligner que c'est après la déchéance de l'homme. Avant, il n'en était pas ainsi. Dieu, qui a créé l'homme selon la Bible, Dieu a créé l'homme à son image, homme et femme. Il n'a pas fait 2 femmes, sinon plusieurs femmes à l'homme, ni plusieurs hommes à une femme, si nous devons parler de la polyandrie. Mais nous sommes ici sur la polygamie, et il faudrait savoir qu'au début de la création, c'est l'homme et la femme. Et ils avaient cette liberté, sinon cette bénédiction de se multiplier et remplir la terre. Mais lorsque l'homme et la femme sont tombés dans le péché, alors ils se sont multipliés. Maintenant, l'effet de la dépravation, du péché est entré, et c'est ainsi que ça s'est bâti, les cultures. Et donc, toutes les cultures, il y a celles qui sont bonnes, mais celles qui sont purement l'égoïsme, ou sinon de l'essor de l'homme.
Et c'est comme ça que, comme la révélation, elle est progressive, nous avons vu que des hommes de Dieu comme Abraham, comme Jacob, comme Salomon et d'autres sous l'ancienne alliance. Des exemples assez... Voilà, ça, ce sont des exemples vraiment extrêmes. Hein? Oui, qui montrent la polygamie dans le milieu religieux. Et comme je le disais, la révélation de Dieu est progressive parce que le projet de la rédemption viendra pour recadrer cette dimension. Et nous parlerons de ça plus tard en ce qui concerne les freins. Sinon, je dis du coup, la polygamie est un héritage culturel. Un héritage culturel. Merci. Est-ce parce que c'est un héritage culturel que, pasteur, on n'est pas obligé de prendre tout héritage? D'accord, je suis effectivement d'accord. Il a aussi souligné, le sociologue l'a souligné, cet héritage culturel n'était pas donné à tout le monde. C'était de la noblesse. C'était des personnes nobles, des personnes riches, des personnes qui ont la renommée, qui se donnaient à cet héritage culturel. Et ceux qui veulent aussi pérenniser la famille, sinon, comme on appelle, le lien, alors il fallait se marier à plusieurs femmes pour avoir beaucoup d'enfants et pérenniser le lien familial. Je voudrais ajouter quelque chose, j'arrache la parole. Hein. Allez-y, allez-y. J'ajoute quelque chose à ce que le pasteur a dit, comme quoi, moi je vois beaucoup plus la société tchadienne. Qu'en est-il? Parce qu'au début, il faut dire clairement les choses. L'homme tchadien se mariait à plusieurs femmes qui en constituent également une main-d'œuvre. Dans la culture datant, il fallait avoir plusieurs épouses et il fallait avoir aussi plusieurs enfants. Mais qu'est-ce que vous entendez par main-d'œuvre? Constitue une main-d'œuvre dans les travaux Dites-nous champêtres. main-d'œuvre. Je fais allusion aux travaux champêtres. Et donc, par le passé, on faisait beaucoup d'enfants et on les utilisait également dans les travaux champêtres. Et ils constituaient, de ce fait, cette main-d'œuvre-là qui participait à travailler pour remplir les greniers et voilà, apporter un peu de gains économiques dans la famille. Mais est-ce que, comme la société est évolutive, moi je me dis, est-ce que dans le contexte actuel, est-il encore bien de prendre plusieurs épouses? Moi-même, je m'interroge. J'allais vous demander à qui vous posiez la question. Je m'interroge comme ça. Oui. Parce que, souvenez-vous, à l'état actuel de la chose, le coût de vie devient trop élevé. L'éducation des enfants constitue un sérieux problème. La formation, sinon le suivi intellectuel des enfants demande beaucoup d'investissement. Alors, si vous en faites beaucoup d'enfants parce que vous avez pris beaucoup d'épouses, vous allez franchement vous tordre le cou pour pouvoir redresser ne serait-ce ces enfants dans le sens éducatif. Vous allez avoir de la peine à leur donner de la bonne éducation. Mais vous aviez dit tout à l'heure que c'est lui qui peut, c'est lui qui veut et qui peut le faire. Donc, j'en ai conclu que pour se marier à plusieurs femmes, il faut avoir des moyens. Mais si on a les moyens d'envoyer ses enfants dans des bonnes écoles, de leur donner une bonne nourriture, on se dit, je le fais. Oui, qui peut, qui veut, peut. Et il s'assume à tout égard. Maintenant, lorsque les hommes, on les voit bien, dans le contexte aussi tchadien, lorsque vous prenez par exemple plusieurs épouses, moi je vois un peu le côté, le pasteur est là pour nous dire, il n'a pas le Coran sous la main, mais il semble que de l'autre côté, il est autorisé aux hommes de prendre au moins 3 à 4 femmes s'ils sont capables de tous bien les gérer. Je précise ça. C'est la partie la plus importante. La partie la très importante. Si vous êtes capable de prendre 3 à 4 femmes et bien vous occuper d'elles, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui aussi, on voit que on se marie, on prend plusieurs femmes,
l'homme tchadien prend plusieurs femmes. C'est le cas des généraux. Excusez-moi, je suis journaliste, des fois j'ai des bribes d'informations. Si vous en avez des preuves. Voilà, j'ai des preuves. Je parle avec beaucoup de conviction et avec précision aussi qu'il y a certains généraux qui placent leurs femmes au Maroc, qui placent leurs femmes en Égypte, qui placent leurs femmes aux États-Unis parce qu'ils ont ce pouvoir économique. Maintenant, pour s'occuper de toutes ces femmes, il va falloir leur envoyer chaque fin de mois beaucoup d'argent parce que les femmes... Fuite des devises. Hein. Voilà. Nous sommes dans le contexte économiquement, je crois que le pays en souffre un peu. Le pays devrait normalement en souffrir. Parce que lorsque vous prenez et lorsque ce n'est pas surtout votre salaire que vous essayez de dispatcher comme ça, hein, vous utilisez l'argent vous nous amenez pour un peu plus loin. Nous y reviendrons. Merci beaucoup. Nous y reviendrons. J'ai préféré qu'on continue sur cette lancée de l'héritage culturel. Nous parlerons un peu de freins à l'égalité. Oui. Et effectivement, vous venez déjà de dire quelque chose qui sont en fait les freins à l'égalité de l'homme. Mais repartons un peu, comme je l'ai dit au départ, on tombe dans la polygamie si on a la tête, la dimension démographique, la dimension sociale, la dimension économique. Vous l'avez souligné, main-d'œuvre. Plusieurs femmes, si elles sont des femmes battantes, chacune s'occupe du foyer. L'homme ne peut apporter que ce qu'il peut et plusieurs enfants sont en fait une main-d'œuvre. Quand il y a vraiment les travaux, quand on voit un peu l'aspect rural, la dimension rurale, les enfants peuvent aussi constituer la main-d'œuvre pour ce qu'on appelle apporter le revenu à la famille. En N'Djamena, nous voyons des enfants fabriquer des briques. Exactement. Et ça, c'est cette dimension. Et aussi, il y a l'effet de la société qui fait que vous le vouliez ou pas, vous pouvez aussi tomber dans la polygamie. Par exemple, la société, en voyant l'héritage de la famille, alors lorsque l'homme meurt jeune et qu'il n'a pas mis au monde des enfants, et surtout un garçon, alors on oblige sa femme à s'attraper un mari qui est son beau-frère. Oui. Et ça, c'est ce qu'on appelle un peu le lévira, où le monsieur, qu'il soit marié ou pas, il est obligé de tomber dedans. Oui. C'est le cas qu'on va voir avec Boaz, avec Ruth et Naomi, qui sont des effets culturels. Elle est partie avec ses enfants, son mari, mais quand elle a perdu, je parle de Elimelech, le mari de Naomi, où elle a perdu Elimelech, ses enfants, les Orpha et les autres qui ont voulu venir avec elle. Alors elle dit, maintenant, même si vous venez, je ne suis pas à mesure de mettre au monde des enfants pour que vous puissiez les marier, parce que vous avez perdu vos maris. Donc, cette dimension peut faire aussi que nous devenons un polygame. Et aujourd'hui, j'ai fini carrément ma pensée. Aujourd'hui, même dans la société tchadienne, comme vous l'avez dit, il y a des gens qui vous donnent un héritage d'une femme. Bien que vous soyez l'autre, si vous n'êtes pas chrétien et si vous ne vous même si vous êtes chrétien, je vois une ethnie qui fait ça. Lorsqu'une femme perd son mari, du coup, elle est une chose et on la donne en mariage, pas en dehors de la famille. Un de ses beaux-frères la prennent et c'est ce qui fait qu'on tombe facilement aussi. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément question de noblesse, ce n'est pas forcément question de ceux qui sont bien assis, mais c'est une question culturelle qu'il faut pérenniser. Et moi, comme je dis clairement mes choses, je trouve que personne ne va venir contredire ce que nous disons. Nous sommes tous tchadiens, nous appartenons à cette société-là. Et nous voyons aussi les autres ethnies pratiquer ces faits et s'adonner également à ce phénomène-là. Au pays Mounang, par exemple, je dis d'abord, allez-y. Au pays Mounang, par exemple, lorsque un mari décède, donc dans la famille, on essaie de s'organiser pour trouver un autre mari qui doit prendre automatiquement. Ma question est au niveau de la femme. Est-ce qu'elle a son mot à dire?
cette femme qu'on donne en héritage au beau-frère ou à l'oncle, est-ce qu'elle peut dire non? Est-ce qu'elle a quelque chose à dire, cette femme? Je trouve qu'en ce moment-là, la femme n'a pas droit à la parole. Vous ne faites que exécuter. Parce que si on voit que la femme a droit à la parole en ce moment, elle est capable de dire non. Moi, je me suis mariée à mon époux, à mon homme, et s'il s'est éteint, c'est bon, je peux travailler pour m'occuper de mes enfants. Je n'ai plus besoin d'un autre Effectivement, mari, venant par exemple de la famille. Mais ça dépend aussi de l'âge de la femme en question. Ça. Une femme qui est déjà ménopausée, voilà. Est-ce qu'elle a réellement besoin d'aller refaire sa vie avec... Il y a tout ça. Donc, c'est cet héritage culturel qui, des fois aussi, constitue, moi je le dis en tant que sociologue, constitue aussi un peu un frein dans notre culture. Cette dimension-là, il faut qu'on le souligne très clairement. Oui, en fait, il faudrait que nous sachions qui dit culture, dit aussi les règles. Oui. Et dans les règles, bon, je pense que nous sommes vus de partout, c'est pas seulement les Tchadiens. Je sais que d'autres ont aussi leur culture à eux. Mais restons un peu dans la généralité. Il faudrait qu'on sache que, selon ce que vous venez de dire, les cultures, surtout les ethnies au Tchad qui pratiquent la polygamie ou qui autorisent ou qui font de la polygamie une norme, ont des règles. Surtout une femme, quand elle se marie, elle n'appartient plus à ses parents. C'est dire, ça c'est ce qui prône la polygamie et qui essaye de réveiller un peu le lévira, par exemple, comme vous venez de le dire. Quand une femme perd son mari, alors elle est la chose de la famille de son mari. Elle devient un héritage. Wow. Et elle n'a pas son mot à dire là-dessus. Qu'elle soit ménopausée ou pas, c'est question de la culture et c'est la règle. Vous devez obéir, elle doit obéir. Et une culture que je connais, une ethnie que je connais qui pratique cela, si la femme dit non, elle va connaître tout ce qu'on appelle difficulté. Toutes les difficultés, jusqu'à même voir la mort. Parce qu'ils peuvent, pour la contraindre en fait, à accepter ce que... Pour lui montrer qu'elle a fait un mauvais choix. Un mauvais choix. Soit on fait périr ses enfants, ou soit elle-même, on l'amène à une souffrance où elle est obligée d'accepter. Donc la société a fait en sorte qu'elle a mis des règles, elle a mis des choses qui contraignent la femme. Aujourd'hui, la femme émancipée peut se lever et dire non. Non. D'accord. C'est ça. Mais avant cette femme... on va voir. Avant, cette femme émancipée ne pouvait rien dire. Alors, elle obéit à la règle de la société. Et c'est accepté comme ça. La femme elle-même accepte cela. Celle qui veut dire non, les autres vont lui dire, mais pourquoi tu veux te faire de tort? Sinon, tu perdras tes enfants. Sinon, toi-même, tu vas être maltraité. Alors, moi, par exemple, quand je repars un peu en arrière, en écoutant l'histoire de mes parents, il y a une de nos grandes-mères qui était obligée, parce que ce grand-père était complètement malade, chétif, et la femme dit, elle ne peut pas se marier à un diable. Oui, elle était obligée de dire non. Voilà. Mais on la battait au point de la mener jusqu'au bord. La faire comme si on la noyait. On la sort pour morte, la contraindre et puis on la réanime. Jusqu'à ce que les autres femmes l'ont dit, pourquoi tu te fais du tort? Pourquoi tu L'amour vient après, si tu vas, fais ce qu'eux, ils te demandent de faire. Ça. Et c'est comme ça qu'elle a fait des enfants. Et aujourd'hui, ces enfants sont là. Sinon, ce grand-père mourait sans, comment on appelle, sans avoir d'enfants. Et comme la famille est une famille de chefferie, alors, ce qu'on prend comme esclave ou ce qu'on prend comme l'autre servante, tout ça, alors c'est celle-là qu'on a pris une pour lui donner. Parce qu'il ne peut pas se trouver une femme dans la société. Et il va mourir sans faire d'enfant. Alors, il faut coûte que coûte lui trouver. Alors, voilà un peu ce que nous sommes en train de dire. Les contraintes de la culture
les règles de la culture obligent les femmes à ce niveau. Mais est-ce qu'on peut parler de ça? Même bibliquement parlant, il y a ces enfants. Et j'allais justement vous demander, dans la Bible, nous avons l'exemple les plus criants. Oui. Hein, Salomon, David, mais malheureusement la Bible ne nous parle pas de la cohabitation, parce que ça aussi c'est l'autre aspect de la polygamie. On peut avoir des moyens, hein, c'est-à-dire des moyens financiers pour s'occuper des femmes et des enfants, mais il y a la partie cohabitation. Est-ce que tout le monde est dans l'harmonie dans cette histoire de polygamie? C'est là où nous parlons de l'enfrein à l'égalité de sexe. Même dans la culture africaine, on a ces règles qui disent il y a des prérogatives d'une première femme, la seconde, et ainsi de suite. Et si nous repartons un peu dans la Bible soulève la question de gestion de femmes et des enfants. Sinon, elle ne préoccupent pas du coup la polygamie. La polygamie n'est pas bibliquement dans l'ancienne alliance prohibée. Mais elle souligne un peu la dimension que vous avez, le sociologue a dit au début, comment prendre soin des femmes si on est polygame. C'est ça. Il faut les mettre à l'aise, il faut s'occuper des enfants. Mais toujours est-il qu'il y a eu ce problème d'humeur, hein? D'humeur et même d'inégalité. Par exemple, quand on voit la question de cet homme de la foi, quand on dit dans la Bible, Abraham est l'homme, le père de la foi. Et nous voyons Agar et Sarah. Et plus tard, nous verrons aussi Pénina avec Anne, hein, les deux femmes de Zacharie. Et nous avons vu qu'il y a un problème réel là qui est un frein de l'égalité de sexe. Voilà. Et donc la Bible parle de ce frein également d'égalité, et ça c'est un élément que la Bible n'a pas vraiment caché cela. Mais si nous pouvons prendre l'exemple de Jacob, qui a eu l'épouse et la servante, et ainsi de suite, je crois qu'à travers certaines histoires, on peut comprendre qu'il y avait quand même rivalité entre la maman de Ruben et ces deux mamans, si je peux le dire, elles étaient sœurs. Exactement, bien qu'elles étaient sœurs, ce problème d'inégalité se vivait quotidiennement. Parce que avoir un seul mari avec plusieurs femmes, il faut avoir les épaules pour les gérer. Même si elles sont sœurs, elles ont toujours de soucis. La jalousie, la rivalité, et même les enfants. Aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Même ceux qui continuent dans la polygamie, la gestion des enfants qui sortent de la polygamie est très difficile. Lorsque le père meurt, on voit tout ce qu'il y a. C'est là où on sait qu'il y a les enfants de la première, les enfants de la deuxième. C'est à ce moment-là qu'on sait faire la différence. C'est ça. Moi, j'essaie également d'aborder et de réfléchir dans le même sens que vous, pasteur, pour dire que le frein est véritablement à ce niveau-là. Si on arrive à bien éduquer, il n'y a pas de problème. Si on arrive à bien mettre les garde-fous de son vivant, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on décède, après avoir eu plusieurs épouses, et que on laisse un vide, là, les problèmes vont jaillir de partout. La course à l'héritage va être là, parce que moi, la question de l'héritage, c'est un phénomène qui bat son plein. Hein? Aujourd'hui, les jeunes ne veulent pas travailler parce qu'ils comptent beaucoup plus sur l'héritage de leurs parents. Qu'est-ce que les parents ont fait pour arriver à ce niveau? Ils doivent se poser cette question. Ils doivent résolument se mettre plutôt au travail que de compter, de passer leur temps à compter sur les biens de leurs parents. Et ça, c'est vraiment un fait que nous rencontrons vraiment dans notre société actuelle aussi. Quand l'islam dit qu'on peut prendre 3 ou 4 femmes, je crois que ça ne s'arrête pas à ça. Le prophète continue et dit qu'il faut que ces femmes-là soient traitées équitablement. Je crois que c'est la condition. Quand on parle de traiter les femmes équitablement, ça veut dire les enfants aussi.
Quand on traite déjà équitablement les enfants, les femmes, ça veut dire ça conduit automatiquement à bien traiter et de manière équitable également les enfants. Nous allons prendre une pause. Nous allons revenir et lire les messages des internautes. Ça marche. Bienvenue à vous qui venez de vous joindre à nous. Vous êtes bien sur le plateau de Rendez-vous citoyen. Nous sommes sur Facebook également. Nous sommes sur la radio IFM. Et nous avons quelques messages de nos internautes. Il y a Chimbu Makos qui dit bon débat. Ala Jeff qui dit bonne émission. Nous avons un long message de Naïban Noubatar qui dit que, il cite Exode 21, 10, qui dit s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Ça veut dire que la polygamie n'est pas prohibée dans la Bible. Au départ, c'est vrai, il y avait une seule femme, mais cela ne veut pas dire que ça ne devrait pas continuer. Merci beaucoup pour vos contributions. Nous étions en train de parler des enfants, ces enfants qui naissent de différentes mamans et chacun, je suppose, chaque maman veut que ses enfants soient les meilleurs et du coup, il y a un genre de compétition. Je dis des choses en secret à mes enfants et des rivalités qui se créent. Et je crois que nous avons vu ça avec Esaü, avec sa maman, pasteur. Oui. En fait, je reviens un peu pour dire à cet internaute qui cite Exode. Quand il cite Exode, nous sommes encore au début de la loi. Ce sont les Pentateuques. Et les Pentateuques jettent la base de la vie de l'homme. De Genèse jusqu'à Deutéronome, on est encore dans la loi. Et comme je l'ai dit, Dieu s'est révélé à l'homme dans une culture. Il s'est révélé à l'homme dans une culture et ce plan de la rédemption ne pouvait pas tout de suite dégager ce qu'il y a de la culture de l'homme. Il fallait l'éduquer progressivement. J'ai dit effectivement que la loi n'a pas prohibé la polygamie, mais elle parle des freins d'égalité. Et nous avons parlé de cet aspect que vous avez aussi souligné de côté de la religion musulmane, de prendre soin des femmes et des enfants. Et la Bible en a parlé. Mais tenez-vous bien, chemin faisant, dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de la polygamie. Parce que le Nouveau Testament prône plutôt la monogamie. Jusqu'à ce qu'on dise que l'évêque, qui est le surveillant, que c'est lui qui aspire à gérer les affaires de Dieu, soit un polygame. Qu'il puisse être marié d'une seule femme. C'est ce que l'internaute mentionne. Je parle bien sûr ici de 1 Timothée 3, le verset 2. Oui. Hein? Et Jésus qui va aussi reprendre les pharisiens qui se permettaient tout jusqu'à même divorcer, comme il a cité par l'aspect de prendre une femme ou bien divorcer. Il dit, il n'en est pas ainsi au commencement. Alors le commencement, comme nous l'avons dit, Dieu n'a fait qu'un homme et une femme. Et il les a dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Oui. Maintenant, quand il est tombé dans le péché, il fait sa volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. Et les cultures sont nées sous l'effet du péché. Et donc, Dieu, comme il est revenu, j'ai créé l'homme, je ne peux pas le perdre. Il faut que je le ramène à son état initial. Maintenant, comment faire ? Il ne faut pas du coup lui couper tout ce qu'il a bâti. Il faut l'amener progressivement à comprendre. Et donc les conséquences qu'on appelle ici les freins de l'égalité, il les a soulignés clairement dans la Bible. Et donc la Bible nous donne tout
elle ne nous interdit pas. Maintenant, cette image de Dieu en nous qui nous donne la sagesse, l'intelligence et le discernement devaient nous amener à comprendre, mais bien sûr, notre société moderne aujourd'hui ne peut pas s'occuper normalement des femmes et un homme ne peut pas s'occuper normalement de plusieurs femmes et des enfants. Et surtout qu'après, il y a la gestion de ces enfants pose problème. La sagesse voudra qu'on puisse dire une femme me suffit pour que je prenne soin. Parce que celui qui, la Bible dit que c'est lui qui ne peut pas... même ma vie oui, avec une seule femme. Oui, la Bible dit celui qui ne peut pas entretenir les siens est un pire qu'un mécréant. Voilà. Alors aujourd'hui, nous trouvons que la plupart des enfants de la rue, ça sort aussi de familles polygames, de foyers polygames. Alors, madame, vous comprenez maintenant que lorsque j'avais évoqué les hommes qui se prêtent à cet exercice polygamique-là, en mettant plusieurs femmes dehors, des fois, ils sont obligés, ils n'ont pas de moyens, ils sont obligés d'utiliser d'autres moyens illicites même pour pouvoir entretenir ces femmes. Pour donc, garder l'égalité. Pour garder l'égalité. Ouais. Et dans ce cas, ils retombent un peu plus bas. Donc, ça serait souhaitable. Nous ne prenons pas ici, même sur ce plateau, la monogamie. Mais moi, je suis allé à la mairie et puis... c'est la communauté des biens et puis le mariage monogamique. Hein. Et je l'ai fait aussi religieusement. Donc... Le temps avance très vite. Voilà. Je voudrais que nous nous attardons sur les conséquences qui donnent justement le frein. Donc si je vous ai compris tous les deux, le fait d'avoir plusieurs épouses fait que ces femmes ne progressent pas, ces femmes n'évoluent pas. Qu'est-ce qu'on entend par frein? Ces femmes peuvent évoluer. Ces femmes peuvent évoluer, mais le produit de cette évolution-là qui est un problème à gérer. Moi, je prends par exemple le volet éducatif. Est-ce que lorsque vous prenez 3 à 4 femmes, seriez-vous donc en mesure, avec le coût actuel de notre vie, seriez donc vous en mesure de bien vous occuper du volet éducatif de vos progénitures? Mais encore faut-il avoir une vision de l'éducation des enfants, pasteur? Bien sûr. Oui, la question de polygamie, bien aimé, chers téléspectateurs, soulève vraiment la question d'équité. Que nous fassions quoi, que nous soyons riches comme quoi, l'équité dans la gestion de foyers polygamiques pose problème. Oui, vous ne pouvez pas à 100% satisfaire ces femmes et leurs enfants à 100%. Que vous soyez bougrement riche, il va toujours avoir l'aspect l'inégalité. Et la sagesse voudra que nous puissions nous en tenir à ce que nous pouvons. Mon avis, comme je l'ai dit, hein, c'est un élément. Nous ne disons pas que la polygamie a été prohibée ou est prohibée. Dieu ne l'a pas du coup prohibée. Il a toujours souligné les freins à l'égalité. Il a souligné si l'inégalité. Je comprends bien ce que vous dites, oui. De la même manière, c'est dit... je te donne le bien et le mal choisi. Il a fait la même chose avec la polygamie. Exactement. Mais c'est comme il tire la conclusion, voilà le bien et le mal, voilà la vie et la mort choisis. Mais pour moi, Dieu a terminé à cette l'autre-là, il dit choisis la vie. Et si nous voyons un peu le cheminement, c'est que à la fin, le Nouveau Testament montre le vœu de Dieu, retour à l'initial. Un homme, une femme. Et puis jusqu'à, il va dire, il faut que l'homme sache bien gérer son foyer. Ça, c'est aussi la dimension de l'autre. Si vous ne pouvez pas bien gérer votre foyer, ne prétendez pas gérer d'autres choses. Ne prétendez pas être responsable ailleurs. Et gérer bien son foyer n'est pas facile. Absolument, je voudrais appuyer un peu ce que vous dites. Oui. Il y a le livre d'Exode également qui dit, ou bien c'est Genèse, hein, si je ne me trompe pas, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et non à ses femmes. Non, voilà. À sa femme. Le contexte actuel là veut que nous sommes, les religieux, optent en ce moment-là pour
le mariage monogame. Mais il existe des polygames chrétiens, comme il existe des polygames non chrétiens, disons, ni Madame, musulmans, ni chrétiens, païens. Je vous dis, par exemple, dans le contexte catholique, je suis catholique, vous ne pouvez pas prendre 2 femmes. Parce que le mariage dans le contexte catholique est un sacrement. Ouais. Mais il en existe. Donc, en fait, c'est quand un nous sacrement. parlons... Lorsque vous passez à cet acte, c'est-à-dire que vous enfreignez vous-même les lois religieuses. Tu dois te marier à une seule femme et à cette femme-là, qu'elle procrée ou pas, c'est balle au pied jusqu'à la mort. Vous comprenez ça? Mais il existe des croyants, mais je le mets comme ça, il existe des croyants qui sont dans ça et qui vivent bien, si on peut le dire. Oui. Et qui vivent bien. Qui vivent bien, oui. Ça, il y en a. La société, elle est faite de tout. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que c'est ce que nous disons là qui est bien. Mais, ou bien c'est notre regard qui est un regard qui doit être un regard convaincant. Donc, c'est ce que nous disons, c'est-à-dire, nous ne défendons pas la monogamie. Nous sommes un peu comme, nous disons, le pasteur est en train de dire la vérité biblique qui est là à prendre Exact. avec, à prendre ou à laisser. Parce que là-bas, on ne discute pas. Dans la Bible, là, il n'y a pas de discussion inutile. Vous prenez les vérités bibliques telles qu'elles se donnent un peu à vous. Mais moi, je fais un peu une lecture sociologique qui est un peu aussi un peu scientifique. Oui. Et là aussi, on peut faire des débats tout autour. C'est pour éclairer les téléspectateurs. On n'est pas là pour leur dire que c'est la monogamie qui est bien, non plus c'est la polygamie qui est bien, mais nous les éclairons afin qu'ils sachent faire simplement le bon choix. Oui. Parce qu'il peut avoir un enfant issu d'un mariage polygamique qui intervient, qui dit je viens d'un mariage polygamique et je vis bien. Tout ce que vous dites là, ça s'est pas passé chez nous. Oui, Madame Ruth, ce que nous sommes en train de dire, je pense que nous voulons rester juste. Comme vous l'avez dit, je suis en train de donner un avis théologique qui dit effectivement la polygamie est un héritage. Est un héritage culturel. Et je l'ai effectivement dit que même dans la Bible, on voit des hommes dans l'ancienne alliance. J'ai cité Abraham, j'ai cité Jacob, j'ai cité Salomon, j'ai cité Zacharie, qui avait plusieurs femmes. Oui. Et j'ai dit que la Bible n'a pas prohibé la polygamie, mais elle a montré la dimension de gérer équitablement les femmes, les épouses. Mais ça veut dire que si aujourd'hui un chrétien, disons un croyant, dit je veux une deuxième femme, l'Église peut la lui permettre? Je ne suis pas en train de dire ça. Laissez-moi terminer. La logique, c'est que l'ancienne alliance, comme la révélation est progressive, elle n'a pas prohibé, du coup, comment on appelle, couper le lien de la culture. Parce que l'homme a adopté ou bien s'est forgé cette culture avec un peu un gain là derrière. Mais ce gain, Dieu ne l'a pas coupé du coup, mais il l'a montré. Si tu veux ça, voilà ce que tu dois faire. Et aussi, voilà les conséquences. Progressivement, comme il a montré, voilà le bon côté, voilà le mauvais côté. Et si nous voyons bien, le mauvais côté pèse plus que le bon côté qui est l'égoïsme. D'avoir plusieurs femmes pour les maîtriser. On a toujours dit que l'homme est égoïste, monsieur le sociologue. Je suis mariée à la mairie avec une femme, mais ça ne m'empêche pas d'avoir une dehors. Je peux la doter aussi. La mairie n'est pas au courant. Donc, je suis toujours dans le régime mais c'est là où nous déplorons le côté c'est là où nous déplorons le côté du droit. Si les juristes étaient là, ils nous diront mieux ce côté-là. Exactement. Oui. Si les juristes étaient là sur la table, qu'est-ce que les lois disent par rapport au mariage monogamique? Et si on vient à dépasser les bornes de ce mariage-là, ils appellent même contrat. Oui, oui, exactement. Si nous dépassons les bornes de ce contrat-là, on s'expose à quel type de sanctions? Ça, on ne peut pas entrer où nous sommes chacun à son domaine.
Moi, je ne connais pas des lois qui mettent les garde-fous par rapport à tel ou à tel fait juridique. Et donc, je me réserve le droit de me prononcer par rapport à ça. Mais lorsque nous revenons, nous prenons un peu le volet dans les religions. Par exemple, même dans des églises, celui qui est marié à plusieurs femmes, on a toujours tendance à ne pas lui confier une les responsabilité dans les églises. Bon, Parce pour que- le dire terre à terre, on dit toujours un polygame, c'est un menteur. Ah oui. C'est pourquoi on ne lui donne pas les responsabilités. Parce qu'il a ses Excusez-moi, astuces ceux qui sont de concilier les femmes qu'il a. À peine Bon manager. 5 minutes. Voilà. Il nous Ok. reste 5 minutes. Le temps est passé très vite. Ouais. Ce polygame qui est entouré de 2, de 3 ou de 4 femmes, il vit dans la société et la famille est contente parce que nous avons la main d'œuvre. Vous pensez qu'il va nous écouter? Il va nous écouter parce que nous sommes en train de le dire, parce que sa vie peut être un modèle pour les uns et être un modèle positif pour les uns, un modèle négatif pour les autres. Oui. Et il faut qu'il comprenne que ce qu'il a, il ne peut pas l'imposer aux autres. Parce qu'il y a ça, les freins. Aujourd'hui, nous ne voulons pas copier X parce que il est bien, il n'a pas de problème dans son foyer, mais alors que l'autre, il y a un problème. En réalité, la polygamie a toujours de freins au niveau de l'égalité. Il y a Sophie Tog qui dit que la polygamie doit être encouragée au Tchad parce qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Sinon, les femmes vont rester dans la rue. Ce n'est pas ça, c'est un faux argument. C'est un faux argument. Moi, je trouve qu'il ne faut pas encourager les gens à tomber plutôt dans des problèmes. Hein? Au Tchad, nous avons tous les moyens qui ne nous permettent pas de vivre même longuement. Le soleil est là et tout. Vous avez plusieurs Ce beau soleil. Ce beau soleil qui n'est pas transformé. Je ne politise pas votre plateau. D'ailleurs, les polygames, c'est vrai, même s'il dit qu'il est heureux, il faut qu'il sache que les foyers polygamiques, je parle en tant que pasteur, lorsque nous gérons les familles des polygames devenus chrétiens, il y a un souci. Même quand ils disent qu'ils vivent bien, c'est l'orgueil qui les veut, c'est-à-dire ils sont égoïstes, ils sont orgueilleux, ils ne veulent pas dire la vérité. Ceux qui sont vraiment polygames n'ont pas de la paix que simplement la joie d'être choyé parce que si je ne fais pas, je vais perdre mon mari et bien le plaisir. Sinon, en dehors de ça, c'est une vie très stressante. Parce qu'une femme qui est Très casée stressant. déjà, pourquoi je sortirais de là pour aller chercher un autre homme puisque j'en ai déjà un? Ça peut être ça le souci, surtout si les finances sont bien et puis dans les finances, tout découle des finances. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais je crois qu'il contribue à faire beaucoup de choses et qui sont importantes dans la vie. Je vais vous donner quelques minutes pour que chacun dise son mot de fin. Et le temps est vraiment vite passé. Vraiment. Nous voulons dire merci à nos téléspectateurs et nos internautes qui ont suivi ces débats. Sur le plan théologique, nous disons que la polygamie, au départ, n'a pas été prohibée parce que Dieu était en train de révéler sa pensée rédemptrice pour l'homme. Mais quand on arrive déjà au niveau de Nouveau Testament, vu les freins, vu l'aspect explicite de la polygamie qu'on nous voit, les traces, alors le Nouveau Testament prône plus vers la monogamie. C'est pour un peu parler de l'aspect moderne. Si nous voyons notre société aujourd'hui, ce qui est encourageant, c'est d'aller vers la monogamie. Pour que nous ayons une société qui peut se gérer avec ce que nous avons et surtout le contexte tchadien. Si vous ne pouvez pas gérer la polygamie, restez vraiment dans la monogamie. Vous ferez bien la paix dans votre foyer et vous donnerez une génération qui pourra se gérer après vous. Merci beaucoup. Moi, je dis tout de suite aussi, comme le pasteur, que la polygamie n'est pas héréditaire.
je l'ai déjà dit dans l'entame de mon intervention. Et tout à fait. Et comme elle n'est pas héréditaire, c'est un produit donc de la culture. Et la société est dynamique. Je rejoins le pasteur en disant que nous optons pour la monogamie afin de limiter les bêtises qui vont grandissantes, les bêtises qui sont les conséquences même des foyers polygamiques. Voilà, merci. Voilà, il y a Apollinaire Ramadji qui vient de dire la conséquence de la polygamie est énorme sur les enfants. Revenez sur le sujet prochainement. Oui. Merci. Si on donnait la parole aux enfants polygames issus de la polygamie, vous aurez de la matière. Hein? En tout Je cas, trouve que l'émission sera également bien si on essaie un peu de faire le vox pop. On va d'abord, prochainement, on va revenir. On est prêt à nous reviendrons sûrement sur ça prochainement et nous espérons que nous aurons vraiment la présence des juristes. Hein, parce que le dernier qui a dit qu'il allait venir ne s'est pas présenté. Nous déplorons cela. Qu'à cela ne tienne, des informations ont été données et il y a sûrement des préjugés qui sont tombés ou qui se sont rajoutés. Il y a sûrement des réalités méconnues qui ont été dites et les 52 minutes se sont écoulées. Nous osons croire que chacun de nous a reçu une petite information qui peut lui être utile. Nous remercions le pasteur Azer Garba, nous remercions le sociologue Digba Arnaud pour leur présence sur ce plateau. Nous vous remercions, vous tous qui nous avez suivis, que ce soit à IFM, sur Facebook, il y a beaucoup de messages que nous ne sommes pas en mesure de lire, mais nous en tiendrons compte un peu plus tard. Merci à vous qui nous suivez sur votre petit écran. Si vous avez pris le train en marche, vous pouvez toujours aller sur notre page Facebook et vous allez revoir l'émission et surtout laisser quelques commentaires. Merci et à très bientôt.